Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 3 décembre 2024, au sommaire de cette édition, la politique en France. Il ne reste probablement plus que quelques heures à Michel Barnier pour gouverner le pays. L'avenir de l'actuel Premier ministre est soumis au vote des députés demain après-midi. L'actualité internationale en Syrie, les rebelles s'approchent de la ville d'Hama. Violents combats nous sont rapportés avec les forces du régime. Et puis Donald Trump choisit la France pour son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Le prochain président américain est à Paris ce week-end pour l'inauguration de Notre-Dame. Pour débuter ce journal, que se passe-t-il en Corée du Sud ? Situation confuse et tendue. Le président sud-coréen a déclaré ce soir à la télévision une loi martiale pour son pays, une loi qui autorise un recours à la force armée, mesure, dit le président sud-coréen, nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes. Des hélicoptères sont positionnés sur le toit du Parlement. Plusieurs pays ont déjà réagi, notamment la Chine. Pékin appelle ses concitoyens en Corée du Sud à la plus grande prudence. Et puis les États-Unis, par ailleurs, disent suivre la situation de près. Nous serons dans nos prochaines éditions à Séoul. L'actualité en France, Michel Barnier à la télévision française ce soir 20h. C'est peut-être sa dernière apparition sur un plateau télé en tant que Premier ministre de la France. L'actuel chef de gouvernement va essayer d'inverser la tendance, car la tendance est plutôt en direction de la porte de sortie. 2 motions de censure l'attendent demain à l'Assemblée nationale. 2 votes qui ont pour but de faire tomber le gouvernement. Michel Barnier sera donc fixé ce mercredi. Aurélien Devernoy, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. C'est ce qu'ont décidé donc ce matin les présidents des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Oui, les 2 motions de censure déposées par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire seront étudiées à partir de demain 16h, à fixer la conférence des présidents. Pas de délai supplémentaire donc pour le Premier ministre. Ce sera pile 48 heures après le dépôt des motions, le temps minimum fixé par les règles constitutionnelles. Le premier texte soumis au vote sera celui du Nouveau Front populaire, car il est celui ayant réuni le plus de signatures des députés. Une motion qui comprend des termes peu amènes, peu aimables à l'égard du Rassemblement national, reprochant ainsi à Michel Barnier d'avoir cédé aux plus viles obsessions du mouvement d'extrême droite, ce qui évidemment ne plaît guère à Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ? Parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Suffisant pour pousser le RN à ne pas voter la motion du NFP, sachant que celui-ci a d'ores et déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas le texte du Rassemblement national, étudié en seconde position si la première motion échoue. Peu probable, tant Marine Le Pen s'est engagée dans la voie de la censure, mais de quoi poser déjà les bases de la tension qui régnera à l'Assemblée en cas de chute du gouvernement Barnier. Merci Aurélien Devernoy dans votre journal en français facile. Alors sans dire un mot sur l'instabilité politique du moment en France, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Arabie Saoudite. Le président, aujourd'hui devant des dirigeants saoudiens, a affirmé vouloir consolider, renforcer le partenariat économique avec l'Arabie Saoudite. Plusieurs contrats ont d'ores et déjà été signés, notamment avec EDF pour la construction de centrales solaires ou encore avec Veolia et Suez pour le traitement des déchets. Venons-en au Proche-Orient, où le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais pourrait-il tenir après les multiples tirs constatés de part et d'autre de la frontière, une semaine après la signature d'un accord censé faire taire les armes. Nicolas Falaise, envoyé spécial dans le sud du Liban, a rencontré des déplacés.
celles et ceux qui ont dû fuir les bombardements. Ils sont revenus en nombre ces derniers jours, tenter de retrouver ce qu'il reste de leur habitation. Nicolas, dites-nous comment vivent-ils cette situation ? Je ne suis pas sûr de passer l'hiver ici, nous confie un habitant d'un village du sud, 80 ans, ancien directeur d'école, coiffé d'un bonnet et portant des gants en caoutchouc. Il déblaye la petite rue qui serpente le long de sa maison. Sur le trottoir d'en face, il n'y a plus rien, ou plutôt un magma informe de béton et de débris, là où s'élevaient plusieurs maisons de ce village de Chehabié. Le vieil homme est revenu il y a quelques jours seulement et il l'admet. Et il ne se sent pas tranquille lorsqu'il écoute les informations concernant ce cessez-le-feu largement piétiné. Un peu plus près de la frontière israélienne, nous voici à Khirbet Selem, un fief du Hezbollah. Là encore, des ruines racontent l'intensité des bombardements de ces dernières semaines. Le maire du village nous explique que presque tous les habitants sont rentrés. Lorsqu'on lui parle du cessez-le-feu, il dit ne pas faire confiance aux Israéliens. Lorsqu'on l'interroge sur l'accord qui prévoit le démantèlement des armes du Hezbollah dans cette région, il répond que c'est justement le Hezbollah qui, ici, protège les habitants. Quant au déploiement de l'armée libanaise, également prévu par le cessez-le-feu, il en a bien entendu parler dans les médias, mais personne ne m'a encore contacté officiellement à ce sujet, répond le responsable municipal. Nicolas Falaise, envoyé spécial d'RFI dans le sud du Liban, accompagné de Jad El-Khouri. En Syrie, après avoir pris la ville d'Alep il y a maintenant 4 jours, les rebelles islamistes mènent l'assaut contre Hama, une grande ville du centre du pays. En face, le régime syrien de Bachar el-Assad se défend. La Syrie est aidée militairement par la Russie. Des frappes, probablement russes, ont visé ces dernières heures la ville d'Idleb. Idleb est l'une des villes où les rebelles sont très nombreux. C'est aussi une région où des centaines de milliers de Syriens se sont réfugiés ces dernières années. Ils sont donc obligés à nouveau de fuir, comme en témoigne Osama El Houssine, il est responsable d'une ONG à Idleb. Les gens fuient. Nous observons un déplacement massif de population dans la ville d'Idlib. Les ONG préparent des centres d'accueil ici à Idlib ou dans des villes environnantes, dans des endroits sûrs. D'autres personnes vont rejoindre leurs proches dans des villes frontalières ou même dans des camps. Des propos recueillis par Muriel Paradon. L'actualité en Géorgie, ce pays du Caucase situé proche de la Russie. Des milliers de manifestants en faveur de l'Union européenne sont réunis à l'heure actuelle pour la 6e nuit consécutive. Et puis nous avons appris que Donald Trump allait venir en France samedi prochain. Le président élu américain annonce qu'il vient assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévue le 7 décembre prochain. L'édifice religieux avait brûlé en 2019 pendant son premier mandat. Une visite qui a pour but aussi de nouer, voire renouer des liens avec le président Macron. RFI Washington, Guillaume Naudin. C'est sur son réseau social personnel que Donald Trump annonce son voyage dans la capitale française. Il avait participé à sa manière à l'émotion internationale autour de l'incendie. En voyant les images à la télévision lors de son premier mandat, il avait suggéré d'envoyer des avions bombardiers d'eau. L'option n'avait pas été retenue par les professionnels qui ont éteint le brasier. Le président élu profite de son annonce pour adresser ses félicitations à son ex et futur homologue français. Le président Emmanuel Macron a fait un travail merveilleux en veillant à ce que Notre-Dame soit restaurée pour retrouver toute sa gloire et même plus, explique Donald Trump. Emmanuel Macron a été l'un des premiers à le féliciter pour sa victoire le 5 novembre. Leurs relations ont connu des hauts et des bas. En 2017, Donald Trump avait beaucoup apprécié son invitation au défilé militaire du 14 juillet, au point de suggérer sans suite que quelque chose d'équivalent soit organisé aux États-Unis. Les choses s'étaient dégradées par la suite, mais Paris sera tout de même le premier voyage à l'étranger de Donald Trump depuis qu'il a remporté l'élection présidentielle américaine. Jusque-là, ce sont surtout des dirigeants étrangers qui ont fait le déplacement à Mar-a-Lago. À la Maison-Blanche, la venue de la première dame Jill Biden est annoncée, pas celle de son mari, le président en exercice Joe Biden. Guillaume Naudin, Washington, RFI. Et puis enfin, je vous rappelle cette principale information en provenance de la Corée du Sud, où des centaines de personnes se rassemblent devant le Parlement, alors que le président sud-coréen a déclaré un peu plus tôt la loi martiale. On apprend également que les forces spéciales sud-coréennes tentent d'entrer à l'heure actuelle dans le Parlement, et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFI à Paris, il va être 17h10.